Mélo sans Mélie et on se retrouve pour une présentation. Oui, j'en fais très peu. Mais voilà, là il y a 4 livres dont je voulais vous parler. C'est des lectures plus ou moins récentes. Je vais commencer par mes lectures les plus récentes puis je vais finir par les moins récentes je pense. Aujourd'hui je vais vous parler de Presque adulte de Louane Mancho. Je vais vous parler de Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. d'Alma, le tome 2 de Timothée de Fombelle et des Oiseaux du temps. Je vais pas lire le nom des auteurs parce qu'il est assez complexe. On va commencer par le livre. Il est classé dans autobiographie. Alors oui, c'est pour moi c'est un peu une réflexion de vie, enfin bref. Presque adulte de Louane Mancho. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est une femme qui fait des vidéos YouTube absolument très inspirantes. Elle parle un peu de tout. Avec humour toujours et avec beaucoup de dynamisme. Dans ces vidéos il y a du voyage, il y a l'écologie, il y a ses valeurs et surtout il y a ses réflexions qui sont très intéressantes, très poussées et certaines réflexions que je partage également. Et donc voilà, elle a sur Instagram, je vous avais partagé dans les découvertes du mois, alors je sais plus c'était quel mois, c'était peut-être août ou septembre, elle avait fait une conférence TEDx sur Presque adulte également, c'était le même nom je crois, où voilà elle parlait du passage à l'âge adulte, du fait de se sentir ou non adulte, de qu'est-ce que c'est qu'être adulte au final, qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, et elle a également écrit un roman avec un peu plus de choses que dans la conférence. Du coup j'ai dit roman, c'est pas un roman, c'est un livre. À chaque fois je commets l'erreur, comme j'ai l'habitude de lire majoritairement des romans, je dis roman pour tout alors que ce n'est pas une histoire fictionnelle. Bref. Je ne l'ai pas juste acheté parce que j'aime beaucoup sa chaîne YouTube, je l'ai acheté parce que voilà, j'ai 25 ans et je me sens pas forcément adulte, limite je me sens moins adulte maintenant que je ne pouvais me sentir adulte quand j'étais ado ou un peu plus jeune. Et voilà, c'est une réflexion que j'ai également et je voulais voir ce qu'elle pouvait en dire. Lire un roman sur ce sujet, ça me permet aussi moi de à côté, réfléchir en même temps et pousser un peu plus ma réflexion. Ce roman représente tout à fait sa personnalité. Je sais pas si ça vous le fait pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup, je suis curieuse. Mais moi quand je lis un roman qui est écrit par une personne dont je vois beaucoup les vidéos ou j'entends les podcasts, enfin bref, une personne dont on entend la voix et dont on voit le comportement, mais quand je le lis avec sa voix à elle, c'est vraiment très particulier. Mais donc du coup voilà, ce roman là, la façon dont elle écrit, ça retranscrit absolument la façon dont elle parle. C'est d'ailleurs un point que je voulais mentionner. C'est plus une écriture parlée qu'une écriture écrite, voilà. Il y a quelques choix de mots ou de déterminants et tout ça qui sont pas forcément choisis pour leur mélodie et qui sont juste choisis parce que c'est sa façon de parler. Et de toute façon comme c'est pas un roman, pour moi c'est pas un point négatif. Et donc en plus de retranscrire sa voix, il y a également son humour et son dynamisme. C'est illustré par, comment elle s'appelle la personne qui a illustré ça, Lena Winterton, et elle a vraiment saisi la vibe que renvoie Louane. Il y a aussi des petites photos de certains de ses voyages ou juste des photos d'elle quoi. Voilà. C'est vraiment très agréable à lire et il y a certaines parties qu'on peut compléter nous-mêmes, donc genre avec nos rêves d'enfants, nos rêves d'adultes, un petit bingo pour savoir si on est adulte ou pas. Perso j'ai eu 4 alors que pour être adulte selon ce bingo il fallait avoir 10. De toute façon je ne suis pas étonnée hein. Par contre la façon dont c'est découpé, j'ai pas trouvé ça idéal puisque les parties qui m'intéressaient le plus c'est la réflexion sur être adulte, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tout est quasiment dit dans la première partie qui ne fait que 33 pages, ce qui est un peu court pour moi, enfin en tout cas à mon goût. La deuxième partie pour moi est la moins intéressante. Elle s'adresse davantage à des gens qui sortent du bac en fait, des très jeunes adultes. Elle aurait été utile il y a quelques années pour moi. Et par contre la troisième partie, elle complète un peu la première partie, elle revient sur c'est quoi être adulte au final, même si ça s'appelle Kit de survie pour le monde adulte. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé mais que j'aurais aimé avoir plus, c'est que dans la partie 1 et 3 il y a des enfin c'est pas vraiment des interviews mais elle a fait des discussions avec d'autres personnes, des personnes de sa famille, des amis, des connaissances, des professeurs pour qu'ils leur donnent leur définition d'un être adulte pour eux. Et elle a aussi montré des exemples de vie d'autres personnes. Et je trouve ça beaucoup trop court parce que c'était tellement intéressant, j'aurais aimé en avoir plus. Et voilà, c'est pas grave, de toute façon c'est un livre de 160 pages, c'est pas un dictionnaire. Et la quatrième partie que j'ai beaucoup aimé puisque c'est la Troubadour Life, donc là elle parle un peu plus de voyage, de concilier, vouloir voyager avec ses valeurs personnelles, l'écologie par exemple. Elle parle un peu de vie atypique, c'est très agréable, c'est très intéressant. Ensuite je vais vous parler de Alma, le tome 2, L'Enchanteuse de Timothée de Fombelle. Je pense qu'à force, vous le savez, Timothée de Fombelle c'est un auteur que j'adore, sa plumétrie particulière, ses univers aussi. Vous avez fait une comparaison sur Alma le tome 1 et pour moi ça avait été un très gros coup de cœur, même si pour Mélie au final pas tellement.
J'ai totalement retrouvé la même sensation que dans le tome 1. C'est une belle suite, la fin pareil c'est horrible, surtout que sur la dernière page c'est écrit que la suite et fin va être publiée en 2023. Celui-là est sorti il y a quelques semaines, hein, donc 2021, il est sorti en automne 2021. Je vais devoir attendre presque 2 ans. Je vais avoir tout oublié et j'ai peur que quand je vais re-rentrer dans le tome 3, je vais suivre des personnages, je vais savoir que je les ai beaucoup aimés et que j'avais un petit quelque chose pour eux et je vais pas arriver à le retrouver parce que je vais avoir oublié, et ça me rend très triste parce que c'est vraiment quelque chose qui se savoure. Et donc voilà, la fin est très similaire à la fin du tome 1, elle est horrible pour l'attente. Et comme dans le tome 1 évidemment, il y a des illustrations qui sont très... Enfin j'aime beaucoup le style, les traits et tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour moi c'est tout à fait fidèle au tome 1. C'est vraiment une belle poursuite, tout aussi touchant, tout aussi poétique, enfin tout aussi flirtant avec la réalité. Ça bouge un petit peu plus que dans le tome 1 et les personnages continuent à se croiser sans forcément se rencontrer ou se retrouver, mais c'est vraiment très bien maîtrisé parce qu'en fait en roman où ce serait sans arrêt une fuite, une course, où la route des personnages manque de se croiser à chaque fois, ça m'énerverait énormément et là ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment très bien fait. Je commence à avoir l'habitude du coup des univers de Fombelle et là je commence à remarquer un schéma qui se répète. Ça me fait penser à Van Gogh. Ça me fait pas penser aux autres romans de Timothée de Fombelle, hein, mais par rapport à Van Gogh, ça me fait un peu penser. C'est un peu ce concept de, pas de fuite, mais de course, et de chaque personnage fait ses petites choses et tout se relie un peu petit à petit. Mais Van Gogh n'avait pas été un coup de cœur alors que Alma, j'adore vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous pousser à lire ces romans. En tout cas, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, je ne sais pas, je commence par quoi? Ah, c'est con qu'on n'est pas sur Instagram, sinon je pourrais vous demander par lequel je commence, mais bref. On finit par le roman de fantasy. Enfin, fantasy science-fiction d'ailleurs, je sais pas comment c'est classé. Bref. Donc du coup je vais vous parler de Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. C'est un peu différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Personnellement il y a certains des romans de Manon Fargeton que j'adore et d'autres romans qui me parlent un peu moins parce que d'habitude c'est jeunesse ou young adulte. C'est pas tout à fait destiné au genre de lectrice que je suis. J'avais beaucoup aimé 10 jours avant la fin du monde que j'avais trouvé un petit peu... pas onirique mais un peu... pareil, c'est un flirt avec la réalité et j'avais trouvé l'écriture très belle, et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un roman qui était plutôt adulte, j'ai été très contente. Je l'ai acheté complètement par hasard, j'avais pas prévu de le faire, c'était au livre sur la place, il était sorti en avant-première pour le livre sur la place, donc voilà, j'ai pu l'acheter très vite et le lire très vite, et c'est une lecture qui m'a complètement happée. L'idée qu'elle a eue pour écrire ce roman et raconter cette histoire est fantastique, c'est très original et c'est très bien fait, parce qu'en fait elle va raconter l'histoire de Manon qui a 16 ans et c'est jamais Manon qui va parler en fait. On va découvrir Manon et ce qu'elle pense et ce qu'elle est à travers sa mère, c'est son père, ses frères, sa meilleure amie, à travers des mails et des SMS échangés. Et c'est une histoire vraiment très particulière. Au début, ça commence comme une histoire d'amour qui pourrait être belle et incomprise et impossible, et puis petit à petit elle instille un peu de, pas de poison, mais elle instille un peu des petites choses dérangeantes et ça monte en crescendo et la fin est waouh. Et du coup d'après le résumé on pourrait penser que ça va être que axé sur cette histoire d'amour du coup entre Manon et un homme adulte bien plus vieux qu'elle qui est son futur éditeur, puisque Manon a une passion, c'est la BD et elle souhaite en faire son travail. Donc voilà, c'est une belle opportunité qui s'offre à elle, et à ça s'y greffe une histoire d'amour un peu dérangeante. Ce n'est pas la seule thématique de ce roman, pas du tout, et donc je vais pas pouvoir vous dire l'autre thématique qui se cache derrière, puisque je pense que ce serait un spoil. En tout cas de mon point de vue ça gâcherait votre lecture. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, c'est que c'est entre une histoire vraie et une histoire inventée, puisque bah voilà, c'est un peu certainement ce que elle a vécu mais transformé pour rendre ça fictionnel. Et du coup dans certaines parties il y a des lettres de la Manon adulte à la Manon de 16 ans, ce qui nous permet de peut-être un petit peu mieux cerner Manon, et ce qui rend aussi le roman très touchant, puisqu'on ne sait pas où se situe la réalité mais que de toute façon toute l'histoire pourrait très bien être vraie. Et donc voilà, ce qui est un peu perturbant, c'est qu'on voit beaucoup de choses de Manon, on entend beaucoup de choses, et on la voit à travers les yeux d'autres personnes, et donc du coup personne n'est objectif pour la décrire, personne ne sait exactement ce qu'elle pense au final, et nous on ne le saura jamais, on peut juste
le deviner et on peut juste relier tous les points entre eux à travers les différents échanges, à travers les différents avis des protagonistes. Ce qui est un peu déroutant, mais on s'y habitue très très vite, c'est que du coup, il y a tout le temps un jeu dans chacune des parties, que ce soit la mère, le frère, les amis de Manon, c'est tout le temps jeu. Et on ne sait pas à l'avance ce jeu qui il va désigner, ce n'est pas écrit en début de chapitre, en début de partie, mais on le devine assez vite par la façon de parler et par ce qui s'y passe. Mais donc du coup, vous l'aurez compris, ce jeu ne désigne jamais Manon. Et de toute façon, c'est très très bien fait, très bien géré, bravo à l'autrice. Et comme souvent dans les œuvres de Manon Fargeton, il y a beaucoup de sensibilité, de poésie, et dans celui-ci il y a en plus beaucoup de courage, je trouve. Donc voilà, bravo, je le conseille à ceux que la thématique intéresse. Encore une fois, c'est une lecture très addictive. Et on va terminer avec Les Oiseaux du Temps. Alors en fait, depuis le début de l'année, vous avez dû le remarquer, je me lance des petits challenges pour sortir de ma zone de confort et lire des romans de science-fiction ou de fantasy fantastique dont je n'ai pas l'habitude. Enfin, je commence à me lasser de certains codes qui reviennent dans le fantasy ou la fantastique. Et voilà, j'essaye de trouver des choses nouvelles, des romans un peu originaux, un peu particuliers aussi. Je sais que je risque de tomber sur des romans que je vais avoir du mal à lire. C'est vraiment quelque chose que je recherche. J'en ai marre de voir les mêmes schémas et d'arriver à deviner des choses avant que ça se passe. Et bref, d'avoir l'impression de lire la même chose à chaque fois mais avec un univers différent, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, ce fut vraiment une découverte hors des sentiers battus. Ce fut une réussite. C'est assez court à lire, 188 pages, 189. Ça reste assez complexe sans être inabordable non plus. Ça va être assez compliqué à résumer, mais c'est une histoire d'amour entre bleu et rouge. Deux combattants temporels, deux ennemis dans une guerre temporelle, et toute leur histoire va se passer à travers une correspondance un peu particulière, énormément particulière. Déjà, ce qui est particulier, c'est l'univers. L'univers que, au final, après avoir tourné la dernière page, j'ai pas énormément de réponses sur cet univers. Je sais juste qu'il y a des entités impalpables qui mènent une guerre, donc ça de toute façon je le savais déjà avec le résumé. Mais ces entités là, j'arrive pas à mieux les cerner et c'est pas dérangeant, hein. Pareil, l'univers, il est constitué de plein de brins temporels et du coup la guerre se situe sur ces brins temporels pour essayer de faire changer certaines choses, d'avoir le monopole sur je ne sais pas quoi. Et voilà, on va suivre uniquement deux personnages qui de base sont ennemis, qui au fil du temps vont devoir mener une correspondance, et dans cette correspondance va naître un amour, un respect, une complicité. Ils vont se livrer, ils vont livrer leurs doutes, leurs rêves. On est loin de la romance, hein, très très loin de la romance. Si je devais choisir trois mots pour résumer ce roman, c'est insaisissable, atypique et effleurement. Insaisissable parce que rien n'est expliqué clairement, on doit deviner, même en essayant de deviner, on ne peut pas tout savoir, on ne comprend pas tout à fait ce que c'est que cette guerre, on ne sait pas quelle est l'époque actuelle. La technologie des combattants, pareil, est très très avancée, bien plus que notre technologie à nous, mais on n'a pas énormément plus de détails. Et pareil, les personnages, on ne sait pas ce qu'ils sont. On ne sait pas si c'est des êtres humains, si c'est des robots, si c'est des animaux, ça peut être tout et n'importe quoi. En fonction du chapitre dans lequel on est, en fonction du brin temporel, ils n'ont pas forcément la même forme. C'est très très subtil, mais heureusement on a quand même quelques certitudes auxquelles on peut se raccrocher. Donc notamment avec le voyage temporel, avec les brins. Et il y a énormément de références à des œuvres dans notre monde à nous. Alors j'avoue, je n'ai pas saisi toutes les références, mais heureusement il y a des notes de bas de page qui permettent de retrouver l'œuvre d'une citation. D'ailleurs j'ai dit notes de bas de page, mais c'est pas vrai, c'est à la fin du livre. Mais voilà, je l'ai découvert qu'à la fin, donc j'ai quand même été un peu frustrée par moments de pas comprendre, mais c'est pas grave. C'est très atypique parce que, en fait déjà pour tout ce que je viens de vous dire avant, mais aussi pour l'histoire d'amour et la correspondance. En fait, je m'attendais à ce que ce soit des lettres et pas du tout, c'est des lettres qui prennent une forme particulière. En fait, avec la technologie de l'univers, c'est des lettres biologiques, c'est des lettres organiques, c'est... Vous comprendrez en le lisant, à chaque fois c'est une forme différente. En fait on alterne chacune des lettres, donc une lettre de bleu à rouge et une lettre de rouge à bleu. En général c'est ça pour la plus grande partie du roman. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'effleurement parce que c'est un roman de moins de 200 pages qui aborde une multitude de sujets à travers chaque lettre. On aborde des nouveaux sujets, on aborde des nouvelles œuvres, des nouvelles citations et on ne creuse pas en profondeur ces sujets. Ce n'est pas un point négatif. D'habitude le manque d'approfondissement est un point
points négatifs dans les romans dont je vous parle, mais pas là, vraiment pas du tout. Et surtout c'est un effleurement parce que cette histoire d'amour est très douce. Ils ne font que se croiser, que s'effleurer. C'est pas une histoire d'amour physique, mais ça reste une histoire d'amour profondément humaine. Et surtout on ne rentre pas énormément en détail dans leurs relations, dans leurs émotions. On effleure leurs relations, on n'en voit que certains petits bouts, que ce qu'ils veulent bien nous révéler. Mais l'histoire d'amour n'en ressort que plus belle, je trouve. C'est clairement une lecture qui désoriente, une lecture ovni. Et je pense qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre pour apprécier ce roman. Mais voilà, une très belle découverte, très originale, très atypique. Sur ce, j'ai terminé pour cette présentation-ci. J'espère vraiment que ça vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces œuvres. Et si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.